Pour juger de la fiabilité d'un site, la vidéo InfoTrack de l'Université de Genève nous incite à questionner ce site avec plusieurs critères. Ces critères peuvent se ramener à 5 grandes familles. Tout d'abord, l'information est-elle mise à jour? L'information est-elle pertinente par rapport à mon besoin d'information? L'information que je trouve sur ce site me paraît-elle exacte? La personne qui l'a écrit cet article que je suis en train de lire a-t-elle une quelconque autorité dans le domaine? Et quel est le but de la publication? Donc, ce qu'on va interroger par rapport à chacun de ces critères, ça va être, en ce qui concerne la mise à jour, la date de la dernière mise à jour, si du moins elle apparaît sur le site. Ce n'est pas toujours le cas, par exemple, avec des sites dynamiques. Il faut parfois chercher un peu, parfois ça n'apparaît pas, parfois il faut chercher dans le code, le code source de la page. L'information, elle est pertinente par rapport à un besoin. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça doit signifier que le contenu du site que je suis en train de visiter sert mon argumentation, ou est-ce que ça me permet simplement d'en apprendre davantage sur mon sujet? C'est évident qu'il vaut mieux, disons, tester ou évaluer la pertinence d'une information pour s'en servir dans un travail universitaire si on répond à côté à une question qui nous est posée, parce qu'on a utilisé une information non pertinente, ça ne va pas vraiment servir nos objectifs. L'information est-elle exacte? C'est-à-dire, ce qu'on entend par là habituellement, c'est est-ce que la page que je suis en train de lire comporte des contradictions internes? Est-ce qu'il y a des approximations flagrantes? Quant à l'autorité de la personne qui a écrit le contenu, là, on attend à ce que cette personne soit spécialiste dans son domaine. Par exemple, qu'elle appartienne à la profession relative au sujet ou qu'elle ait un parcours universitaire sur le domaine concerné. Enfin, par rapport au but de la publication, ce qu'on va interroger, c'est l'intention commerciale ou bien partisane, si c'est un site partisan, qui va apparaître ou pas d'ailleurs, apparaître plus ou moins subtilement sur le site. Donc, par rapport à ces questions qui semblent de bon sens, j'ai certaines préventions dont je vais vous parler à présent, et ceci afin d'introduire une autre méthode qui est peut-être complémentaire, mais que moi j'aurais tendance à utiliser au premier abord. Donc, par rapport à la mise à jour, justement, supposons qu'il s'agisse d'un article de 2015. Est-ce que dans le sujet concerné, 2015, c'est récent ou pas? Pour répondre à cette question, il faut déjà bien connaître le sujet en question. Donc, je ne vais pas être forcément à même de savoir si l'information que je consulte sur cette page web, eh bien, elle est obsolète ou pas. Je ne suis pas expert. Si je l'étais, je n'aurais pas à consulter ce site. C'est un peu la logique. En ce qui concerne le caractère pertinent de cette information, donc là, le risque, effectivement, c'est de considérer que la pertinence, c'est l'adéquation avec ce que je pense déjà du sujet. Donc, il y a un risque aussi c'est que cette information, je m'en sers pour confirmer une hypothèse, et donc ça renforce mon biais de confirmation. Alors, on parlera des biais cognitifs ultérieurement. Par ailleurs, en fait, on peut aussi considérer que la pertinence d'une information, c'est une question indépendante de la fiabilité de l'information qui nous occupe là vraiment aujourd'hui. En ce qui concerne l'exactitude, c'est un peu comme pour la question de la mise à jour, c'est-à-dire que la personne qui écrit cette page web, qui a écrit cette page web, dit être un expert. Moi-même, si j'ai besoin de consulter cette page, il y a des chances, en tout cas, en tant qu'étudiant, que je ne sois pas un expert du sujet. Comment, moi, non-expert, je pourrais mettre quelqu'un en défaut d'expertise? C'est évidemment quelque chose d'assez assez compliqué. Quant à l'autorité de la personne qui écrit, là, en fait, la tendance est d'aller chercher sur le site des marques de cette autorité, par exemple des diplômes, parce que la personne a vraiment les diplômes requis dans son domaine. Mais cette personne ou ce groupe de personnes peut dire n'importe quoi sur une page à propos ou about, à propos d'elle-même ou d'eux-mêmes. Donc, on doit faire confiance si on veut rester absolument sur la page, enfin sur le site.
Et puis, ça pose aussi une autre question, c'est-à-dire que la personne a supposé qu'elle ait vraiment les diplômes qu'elle dit avoir. Il faut aussi que la qualification de la personne soit relative ou pertinente par rapport au sujet. L'autorité est toujours contextuelle. Ça veut dire que un prix Nobel en chimie sera pas forcément pertinent sur une question médicale ou encore moins sur une question qui a trait à la littérature. On a d'éminents spécialistes à une époque qui sont dotés de prix Nobel. Je pense au professeur Luc Montagnier, de prix Nobel du coup pour la co-découverte du virus du sida, et qui aujourd'hui dit à peu près n'importe quoi sur le SARS-CoV-2 en laissant penser ou en affirmant que c'est une fabrication de laboratoires américains. Donc l'autorité, elle ne s'appuie pas uniquement sur des diplômes ou des qualifications, fussent-elles les plus prestigieuses. Elle est contextuelle et elle peut varier dans le temps aussi. Enfin, quel est le but de la publication, l'intention commerciale ou partisane? Dans tous les cas, l'intention de l'auteur n'est-elle pas de nous convaincre d'adopter son point de vue? Si je suis sur un texte argumentatif, donc il y a toujours un risque de manipulation. Voilà. Donc il va peut-être falloir trouver une autre manière d'évaluer le caractère partisan de l'information que je suis en train de consulter que simplement en lisant les pages du site en question. La vidéo d'Infotrack mentionne aussi ce qu'on appelle les top-level domains, c'est-à-dire les têtes de domaine, .org, .com, .edu, comme si ça avait quelque chose à voir avec la crédibilité d'un site. C'était peut-être le cas au début du web. Aujourd'hui, en fait, alors évidemment, on pense toujours que les sites qui ont un .org, ce sont plutôt des organisations à but non lucratif. Dans la réalité des choses, en fait, les .org sont des domaines qui sont à vendre comme les autres. Alors, c'est vrai qu'il y a une régulation qui, pour l'instant, est opérée par un organisme qui est lui-même à but non lucratif et qui fait que les prix sont plafonnés. Néanmoins, d'abord, ça pourrait changer du jour au lendemain. Ça a failli changer récemment. Et ensuite, il y a beaucoup d'entreprises commerciales, en fait, qui préfèrent pour des raisons d'économie, utiliser des noms de domaine en .org plutôt que des noms de domaine en .com. Quant au .edu, donc ça fait référence théoriquement en fait au milieu public, enfin au système public universitaire américain, au système public d'enseignement américain. Mais il y a des entreprises commerciales qui disposent également de noms de domaine en .edu, notamment academia.edu, qui est un réseau social pour chercheurs, certes, mais qui est entièrement basé sur des fonds privés et qui est au départ une structure à but tout à fait lucratif. Donc ça, c'est plus un conseil justement obsolète dont il ne faut plus vraiment, qu'il ne faut plus prendre en compte en fait. Il y a des choses beaucoup plus sûres sur lesquelles se fonder que ça. Sauf pour quelques personnes dont c'est la profession ou le hobby, les fact-checkers par exemple. Évaluer l'information que l'on trouve sur le web, ce n'est pas une activité qui est faite pour elle-même. Et du coup, elle est faite toujours dans un temps limité par les nécessités de la vie. On doit prendre au quotidien des décisions, on doit les prendre plutôt rapidement. Évidemment, quand ça concerne de près notre personne, sur les sujets de santé par exemple, on y passe un peu plus de temps. Mais au final, en fait, le temps qu'on consacre à évaluer les sources que l'on trouve sur le web, il est quand même assez limité, donc il faut bien l'employer. Alors, la vidéo Infotrack de l'Université de Genève propose plutôt d'employer ce temps en lisant le site intrinsèquement et de manière à ne jamais en sortir finalement, en pratiquant ce qu'on pourrait appeler une lecture verticale, page après page. Là, on va vous proposer une autre méthode qui consiste à pratiquer plutôt une lecture périphérique, c'est-à-dire au bout d'un moment, à quitter le site qu'on veut investiguer et aller voir ce que la toile, les autres sites web disent de ce site-là. C'est d'ailleurs en fait une technique qui est promue par un certain nombre de spécialistes sur la question de l'évaluation de l'information sur le web
et qui est également indiquée comme tout à fait fructueuse par une étude qui a été menée à Stanford auprès de 3 groupes de personnes. Donc, les expérimentateurs ont réuni 3 groupes de personnes, c'est-à-dire des fact-checkers professionnels, des docteurs en histoire habitués à évaluer des sources, mais des sources historiques, et des étudiants plus jeunes de 18-20 ans qui viennent de disciplines diverses. Et donc, à ces 3 catégories de personnes, on leur a demandé, en fait, on les a mis en présence de ces 2 sites qui sont visibles sur cette diapo, qui parlent du harcèlement à l'école. Donc, il s'agit à première vue de 2 associations de pédiatres, 2 associations américaines. On voit que le design des sites est tout à fait, enfin, il est très ressemblant à ce qu'on voit quand on consulte la littérature professionnelle sur le web. C'est un design assez sobre finalement qui reproduit non seulement le graphisme mais les manières d'écriture en fait de la presse médicale. Dans les 2 cas, en fait, les pages about à propos mentionnent le pédigré universitaire des auteurs, donc il s'agit vraiment de pédiatres. Et néanmoins, il y a un site qui mérite davantage notre confiance que l'autre. Alors lequel ? Les personnes qui ont le mieux répondu à cette question, c'était les fact-checkers. Aucun ne s'est trompé parmi la trentaine de personnes qui appartenaient à ce groupe. Alors, sans surprise, on voit que les étudiants ont été les moins armés pour répondre à cette question. Donc, la réponse, c'était l'American Academy of Pediatrics. Donc, ça, c'est le site qu'il fallait favoriser. Seuls 20% des étudiants ont indiqué que c'était bien ce site-là. Et les historiens, vous voyez, se trouvent au milieu de la cohorte des étudiants et celle des fact-checkers. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, les historiens, ils ont préféré plutôt rester sur le site pour essayer d'investiguer le site lui-même. Ils n'en sont pas sortis. Alors que les fact-checkers, ils ont utilisé une méthode qui consistait à ouvrir davantage d'onglets sur leur navigateur et à faire des requêtes de ce type-là avec le nom de domaine du site moins les sites alors là, en l'occurrence, on reproduit le nom de domaine à nouveau. Et ce faisant, en fait, on tombe sur des résultats qui, puisqu'on a exclu les pages du site, ne proviennent pas du site qu'on investigue lui-même, mais en fait, on a une image de tout ce que la toile pense de ce site-là. Et notamment, on voit des résultats, dans la première page des résultats, qui mettent en garde sur les dérives homophobes, anti-LGBT de ce site-là, et qui montrent surtout, en fait, ça c'est juste un cas isolé, il y en avait beaucoup d'autres, qui montre surtout le lien qu'il y a entre cette association de pédiatres, qui sont vraiment des pédiatres, et les milieux ultra-conservateurs américains. Quand on fait une recherche équivalente sur l'autre site, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout le cas et qu'il n'y a pas de lien avec aucun parti politique ou aucune mouvance politique. Voilà pourquoi, en somme, le succès était plutôt du côté des personnes qui ont fait le choix de pratiquer une lecture périphérique plutôt que chez ceux qui ont, au contraire, pratiqué uniquement une lecture verticale, page après page du site web. Donc, on pourrait faire la même chose avec le site qui était mentionné dans la vidéo InfoTrack. Alors, c'est pas le repère à Voltaire qui est cité dans la vidéo, mais c'est quelque chose qui en est très proche et qui existe vraiment, contrairement au repère à Voltaire. C'est le réseau Voltaire. Les auteurs d'InfoTrack sont inspirés de ce site-là, le réseau Voltaire.net. C'est au départ un site pour la liberté d'expression qui est devenu surtout l'officine dans laquelle des gens comme Thierry Messant abreuvent leur public de théories complotistes, notamment sur le fait, par exemple, que le 11 septembre n'a pas existé, est une manipulation, etc.
Donc, si on refait la même requête, en supposant qu'on ne sait pas déjà tout ça, eh bien, on arrive sur des résultats qui proviennent aux différents médias. Alors, l'idée, c'est effectivement de ne pas se fier à un seul média, mais on voit que le site est qualifié de conspirationniste, autant par des médias comme Politis ou Arrêt sur Image, ou il y a également l'Humanité. Donc là, on est plutôt sur la gauche de la gauche, dans le spectre politique français, mais aussi l'Express, au centre droit. Donc ces médias sont unanimes sur le caractère non seulement conspirationniste, mais aussi antisémite du réseau Voltaire. Donc là, on peut voir que il y a un sacré doute en fait à exercer sur le contenu de ce site-là, et on le voit au moyen d'une recherche périphérique.